RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés. De la course à pied avec notre pilier, le meilleur coach de France, le maître Yodu, celui qui maîtrise autant la course sur route que le trail désormais. Salut Johan. Salut à tous, salut Benoît, ça va ? Ah bah ça va, bravo encore. Hein. Tout le monde a été subjugué par ta performance à Chamonix. Hein. On nous demande des autographes. Oui, moi incroyable. J'ai été subjugué par tous les coureurs, hein. Franchement, et par tous les accompagnateurs et l'ambiance dans le village. Franchement, un grand respect à tous, ouais, bravo. Tu t'es dit mon sport est dur, mais en rentrant de ce week-end, tu t'es dit il y a d'autres sports durs quoi. J'ai l'impression. Quand je suis allé me coucher à 23h, je me suis dit les mecs là ils vont courir, il pleuvait dehors et je me suis dit là ils vont passer la nuit, demain matin je vais me lever et il leur restera encore 8 heures de course, ils auront passé la nuit dehors les pauvres et ouais, un grand respect à eux, ouais. Et on les félicite, on vous remercie tous d'ailleurs pour tout ce que vous nous avez apporté, toutes les vues sur les réseaux sociaux, toutes les écoutes podcasts sur cet événement UTMB, c'est une vraie réussite, donc merci à tous, continuez de vous abonner sur les plateformes de téléchargement, comme ça vous êtes alertés dès qu'il y a un nouvel épisode qui tombe. Laissez également des notes et des commentaires, comme ça nous permet de grandir et de multiplier les opérations RMC Running, et puis vous nous suivez aussi sur les réseaux sociaux, le club RMC Running sur Strava, le compte Instagram et le compte TikTok, on est là, on est réactifs et on vous répond. En plus, on a une belle thématique aujourd'hui en cette période de rentrée. C'est le moment de parler de la prévention des blessures, Johan, parce qu'on est tous les mêmes. On revient de vacances, on se dit je me remets à fond au running et pim, les blessures tombent. Blessure. On va essayer d'éviter ça aujourd'hui en vous rappelant les bonnes habitudes à adopter, les signaux à écouter, les réflexes à avoir en cas de douleur. Et pour en parler avec nous, on a un ponte, évidemment, un membre de la clinique du coureur, un ami, Florent Allier qui va nous rejoindre et les conférenciers. Il pourra vous donner tous les précieux conseils. On a également 2 cadeaux aujourd'hui, un bon plan matos, un classique désormais, un casque Shox, magnifique casque Open Run mini coloris lila. Allez-y parce que c'est vraiment un produit de grande qualité et après vous ne pourrez plus vous en passer pendant les différents runs. Et puis un bon plan dossard, on va vous en parler, mais on va monter une opération autour de la Memo Run, une course qui aura lieu le 21 septembre. On a 10 dossards à gagner, donc on vous en parle en fin d'épisode. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, vous prenez les carnets, on va rappeler tous les bons conseils. RMC Running. Et accueillons donc Florent Allier avec nous, conférencier à la clinique du coureur qu'on a déjà reçu pour différentes thématiques. Salut Florent. Salut, bonjour à tous. Sois le bienvenu, on est ravis que tu sois là. Tu es enseignant à l'Institut de formation de kinésithérapie à Grenoble, c'est toujours le cas, hein, Florent? Oui, toujours le cas. Bon, tout va bien, t'es en forme toi? Tout va bien. Moi, on aurait pu se croiser, Johan, parce que j'étais aussi à Chamonix avec la clinique du coureur. On donnait des formations et puis on était sur effectivement l'événement. J'étais aussi au départ, j'ai regardé le départ de l'UTMB. Là, ils allaient direction les Ouches et ils ont pris direct une méga douche. Au bout de 3 minutes de course. Dès la première nuit, ouais, ça a été le calvaire pour eux. Ouais, ça va, hein. C'est ce qu'ils viennent chercher, hein, donc on va pas les plaindre. Ah oui, ils sont contents. Hein. Voilà. Il paraît qu'il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais vêtements. Donc apparemment, ils ont pu le tester. Va leur dire ça, ouais. Exactement. À Grenoble, la première semaine de septembre, il neige déjà ou pas encore? C'est pour la semaine prochaine? Ah, écoute, non, pas encore. Et puis, Okay. S'il te plaît, amène pas tout de suite la neige. Moi, j'ai quelques petits projets là. Faut que ça reste du beau temps encore. Ok. Des nouvelles du maître Yodu. Johan, comment ça va? Tu as repris ta vie d'athlète. Tu es à fond romeux. Je vois que tu remets un peu d'intensité dans les séances. Est-ce que tu peux nous donner un peu de tes nouvelles? Justement, je pense que tu as fait une thématique par rapport à moi parce que je suis embêté par mon tendon d'Achille. Ah ouais. depuis depuis quelques semaines, c'était une petite gêne dans mon quotidien. Ça m'embêtait, tu sais, cette petite gêne qui vient là, qui est un peu lancinante sur certains footings et qui par moments te laisse totalement tranquille et te permet de t'entraîner. C'est ce qui s'est passé en juin, juillet, et puis en août, la gêne s'est transformée en douleur. Donc là, quand c'est comme ça, du coup, tu vas. Je vais écouter les conseils qu'on va donner, mais effectivement, j'ai levé le pied. Je suis plus passé sur des sports portés. Je me soigne, je fais des soins sur le tendon d'Achille. Donc, du coup, je reprends de façon progressive par des footings. J'ai commencé par 8, 9, 10, 11, 12, et là, je suis monté jusqu'à 15 km ce matin de façon progressive depuis un mois. Tu vois, c'est la première fois que j'atteins les barres des 15 kg après un mois
après un mois de reprise. Donc voilà, ça rentre doucement dans l'ordre, mais voilà, il faut faire vraiment la prévention des blessures chez le coureur, c'est quand même un sujet ultra important. Bien Donc sûr. c'est pour ça que c'est bien d'en traiter aujourd'hui. Ouais. Tous les fidèles d'RMC Running savent que ton tendon d'Achille t'a souvent fait souffrir durant ta carrière. C'est l'autre jambe, on le précise. C'est pas Exactement. celui qui t'a Ouais, fait alors, souffrir pendant des années. pour faire simple, j'avais été embêté pendant plusieurs années jusqu'en 2018 et que je décide de me faire opérer. À l'époque, je faisais de la piste sur mon passé de pistard. Et donc, je me suis fait opérer à droite d'un syndrome d'Aglund. Donc, c'est une excroissance osseuse au niveau du calcanéum qui venait fissurer et abîmer mon tendon d'Achille, associé à une bursite. Enfin bref, c'était un vrai beau... Un chantier. Un vrai beau chantier, ouais. Donc du coup, je me suis fait opérer à droite. Du coup, plus aucune douleur depuis. Et on m'a toujours dit, t'as un peu le même syndrome à gauche. Et un jour ou l'autre, ça va arriver. Effectivement, c'est en ce moment que ça arrive. Donc il faut que je sois vigilant par rapport à ça parce que c'est une douleur que je connais et je sais qu'une fois que c'est installé et que oui, c'est chronique, bien sûr. là, ça devient très compliqué. Donc tu vois, quand j'ai commencé à passer du statut de petite gêne à douleur, là, je me suis dit, voilà, je passe le 3 sur 10. Dans ma tête, je me suis dit, stop, j'ai pas d'objectif non plus à très court terme très important. Enfin, il y a des objectifs toujours, mais bon, je me dis, je peux les décaler de quelques mois, mais vaut mieux se soigner, ouais. Yodu qui met le clignotant. Allons-y sur la thématique du jour, la prévention des blessures. On rappelle ce chiffre important, c'est important donc de démarrer comme ça. Un coureur sur 2 se blesse chaque année, Florent. Et la grande majorité de ces blessures peut être évitée. Donc c'est pour ça qu'on consacre cet épisode à ce sujet aujourd'hui. La prévention, c'est quoi ? C'est ce qu'on a dit déjà pour commencer, Florent. C'est comme ça être attentif au moindre signal que le corps envoie. Oui, effectivement, c'est être attentif à ce que notre corps il nous dit quand on l'expose à de la contrainte. Donc, c'est savoir interpréter ces signaux et c'est pas si simple que ça. Parfois, tout va bien, on n'a aucun signaux. Et puis, un jour, effectivement, il y a des petits signaux. Puis, chez le coureur, on est face à des blessures de sursollicitation. Et en fait, ces petits signaux qui commencent, Johan le dit, ça ne nous gêne pas forcément, on peut continuer. Mais le problème, c'est que ça augmente crescendo. Puis après, quand ça devient vraiment gênant, c'est là où on se dit, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose, mais c'est dommage parce que ça s'est déjà installé depuis un certain temps. Donc effectivement, il faut être assez réactif dès qu'on a des premiers signaux. Je le rappelle, on est dans une période particulière, c'est la rentrée scolaire, donc tout le monde a repris le travail, enfants comme parents, on se remet au running assez fortement, l'intensité et le volume augmentent. Il faut être particulièrement vigilant. Florent, toi tu le vois tous les jours à Grenoble, c'est là que les blessures se déclenchent ? Oui, c'est vraiment intéressant. En fait, les blessures en course à pied, c'est en lien très souvent avec une sursollicitation du tissu. Soit parce que effectivement on amène une charge trop importante sur différents paramètres. Tu l'as dit, ça peut être de la vitesse, du dénivelé, du volume. Mais il ne faut pas oublier aussi que ça peut être aussi parce que notre corps il est moins capable de supporter cette contrainte. Et là, en cette rentrée, on peut parler de tout ce qui est stress, fatigue, manque de sommeil, qui fait que notre corps est moins tolérant et que un entraînement qui est habituel devient peut-être trop sollicitant parce que notre corps est moins capable de supporter ces contraintes-là. Donc là, il faut être vraiment attentif au changement. Je pense que c'est vraiment le mot le plus important, c'est attention. Je reprends en club. Je reprends en club. L'été, j'étais plutôt à jogger, sauf qu'en club, on est plutôt sur des entraînements quali, souvent d'intensité. Là, augmentation de l'intensité. Attention, je peux effectivement surcharger mes tissus. Voilà, un des exemples, par exemple. Alors, c'est intéressant de parler du cas de Johan parce que Johan, toi, tu es athlète pro, donc tu t'entraînes sérieusement tout au long de l'année, même si le volume baisse entre 2 objectifs, il y a toujours un peu d'intensité, puis ensuite tu remets la machine en route. Est-ce que, par exemple, quand tu fais une OP au-delà de ta carrière d'athlète comme avec nous sur l'UTMB, forcément, ça engendre de la fatigue, il y a un peu moins d'entraînement. Tu es vigilant quand tu reviens et que tu reprends l'entraînement comme un athlète de haut niveau ? Ah oui, il faut faire attention. Surtout moi, j'ai 40 ans, donc ça fait 25 ans que je cours. Et effectivement, je suis très attentif à mon sommeil, à mon alimentation. Et quand c'est vrai, tu as des OP comme là, on a pu le faire avec des voyages, tu vois, avec des avions qui décollent à 6h30. Ça veut dire que tu te réveilles à 4h30. Tu vois, pour un mec comme moi qui aime dormir, je peux te dire que je le sens. Je sens que je suis fatigué. Je sens que mon corps a besoin de récupérer. Donc, tu dois, dans ces périodes-là, un petit peu adapter la charge d'entraînement.
et faire en sorte, l'avantage c'est que tu le sais à l'avance, donc du coup moi j'avais programmé des choses juste avant pour avoir ces 1 ou 2 ou 3 jours un peu plus cool, un peu plus de récup, où je savais que j'avais pas de séance d'intensité, que j'avais pas de séance de fractionné, et j'essaye de caler comme ça moi mes rendez-vous pro, hein, et c'est pareil pour un coureur lambda, j'ai envie de lui dire, tu sais à l'avance les périodes qui vont être un petit peu délicates, va pas caler une prépa marathon si tu as l'arrivée d'un nouveau-né, tu vois, ou si au boulot tu sais que tu as une grosse période de taf pendant 3 mois, là c'est pas le moment de caler des entraînements difficiles, vaut mieux faire plutôt de la récupération ou privilégier les choses comme ça. Donc effectivement faut jongler entre sa vie perso et ses entraînements, et je pense que cet équilibre il est quand même important à trouver, ouais. Quelles sont les blessures les plus fréquentes comme ça en reprise et puis chez le coureur en règle générale d'ailleurs, Florent? Les blessures les plus courantes en course à pied quand même qu'on va retrouver, ça va être classiquement tout ce qui est périostite, ça va être comme Johan, ça va être tout ce qui est tendinopathie, plus particulièrement tendinopathie d'Achille. Ouais. Après on parlait du coureur du trailer. Là on aura plus des pathologies au niveau des genoux, donc ça va être tout ce qui est douleur fémoro-patellaire, ou le fameux syndrome de la bandelette iliotibiale. Oui, l'essuie-glace. On va retrouver le plus classique, le fameux essuie-glace, effectivement. Ouais. Qui est vraiment une douleur mécanique qui peut se déclencher systématiquement au même moment de la séance et qui peut rendre dingue psychologiquement. Ça, c'est sûr. Ça rend dingo, ça. Tu l'as dit, il y a des En fait, il faut Vas-y, le type de blessure est vraiment dépendant de la charge qu'on applique, parce qu'un trailer versus un coureur piste, les contraintes ne se répartissent pas tout à fait de la même manière. Donc c'est effectivement ce paramètre-là qu'il faut prendre en compte. Tu l'as dit, il y a des facteurs aggravants, des facteurs de risque. Et la première clé, on en a parlé, mais c'est le sommeil. Johan l'a abordé, toi aussi, parce qu'en période de rentrée, on peut moins se permettre de se lever tard, on met des réveils, forcément on a des contraintes professionnelles et aussi familiales. Le sommeil, ça doit être toujours l'élément qu'on surveille en premier, justement, dans une préparation, dans un entraînement comme ça de course à pied. Alors, de là à dire que c'est le premier élément, ça fait partie vraiment des éléments qui sont déterminants. Aujourd'hui, on a une littérature qui est assez abondante sur les effets de la dette de sommeil. Ouais. On sait que la durée et la qualité du sommeil sont directement reliées effectivement au risque de blessure, et même au-delà, à la qualité de la récupération d'une blessure aussi. Ouais, c'est ça. Donc, mais quelle différence tu fais entre la durée et la qualité? Comment tu juges la qualité du sommeil? Certaines montres, d'ailleurs, le font, des montres très poussées, et le calcul, ça te donne des scores. Je ne sais pas si c'est vraiment fiable, parce qu'on se base sur ton rythme cardiaque. Mais comment tu calcules, tu quantifies la qualité du sommeil? La qualité du sommeil, effectivement, c'est quelque chose de très subjectif, qui est très variable en fonction de chaque personne. Les montres, on peut effectivement critiquer les montres, mais ça devient de plus en plus fiable, hein. Ils ont des algorithmes maintenant de plus en plus performants. Donc ceux qui ont effectivement la possibilité d'avoir une montre, c'est très intéressant. Ceux qui n'en ont pas, ça ne veut pas forcément dire qu'ils doivent investir sur ce type de montre. Il va falloir les questionner par rapport à leurs habitudes. Sur la qualité, c'est en fait de voir effectivement le lendemain s'ils ont des signes. Mais après, ça sera difficile effectivement de différencier un problème de quantité et de qualité. Donc effectivement, c'est difficile de pouvoir évaluer cette qualité de sommeil. La qualité de sommeil, c'est bien sûr de favoriser les sommeils profonds, d'éviter effectivement d'avoir un sommeil qui soit trop perturbé. Mais c'est aussi de voir sa quantité de sommeil. On parle souvent d'une moyenne de 7 à 8 heures, mais encore une fois, c'est variable aussi en fonction de chaque individu. Ouais. Mais ce qui est important, c'est pas se dire je dors 8 heures, oui, mais si tu te réveilles régulièrement pendant ces 8 heures, finalement, c'est pas assez qualitatif. Voilà, c'est ce paramètre-là qu'il faut regarder au niveau de la qualité du sommeil. Johan, je te connais, je sais que tu as la montre autour du poignet, donc va tout de suite dans ton application. Je veux connaître tes scores de sommeil sur la semaine. Ça m'intéresse. J'arrive pas à dormir avec ma montre. Ah, tu dors pas avec, c'est vrai? Non.
Non, Ok. du coup, j'ai une bague. Ça J'ai une te- bague qui fait bah, ça fait le même système que la montre, mais Ok. la montre, je trouve que c'est gênant, ça me gêne. C'est une habitude à prendre, hein. Je pense en se forçant pendant 2 semaines, tu prends l'habitude de dormir avec ta montre. Mais du coup, j'ai une bague. Il y a plein de capteurs maintenant, que ce soit des bagues ou des bracelets, qui sont moins, je trouve, invasifs que la montre et qui te permettent d'avoir ces données de sommeil. Ouais. Et Mais alors, c'est, t'as ouais, des bonnes moi, données? Ouais, moi j'ai souvent des bonnes données. Ouais, ouais, j'ai toujours mon sommeil. J'ai un très bon sommeil. J'ai de la chance là-dessus. Et c'est vrai que c'est quand même un élément important avec l'alimentation et l'hydratation. C'est pour moi des choses qui sont faciles à mettre en place. Et Ouais. c'est vrai que souvent on en parle quand on est en prépa spécifique, que c'est important de bien dormir, bien manger, bien boire et tout ça dans la prépa spécifique. Mais dans des périodes de reprise comme là, le sujet et là la thématique, c'est vrai que il faut reprendre un peu son rythme de vie et oublier un peu les vacances et faire en sorte de justement se remettre un peu dedans et pendant quelques semaines faire vraiment attention à son hygiène de vie. Ouais. Tu vois, Florent, on a consacré un épisode aux bons réflexes à adopter à la rentrée. On avait avec nous un coach sportif spécialiste sur le renfort, Fred Belous, qui était là. On avait une nutritionniste aussi qui était avec nous, Alice Michel. Le premier conseil qu'on a donné, c'est la reprise progressive et ne pas mettre trop d'intensité tout de suite. Même eux qui faisaient partie de clubs de course à pied préconisaient ça pour leurs équipes. Ça aussi, c'est important, Florence. Et nous, c'est ce qu'on a dit avec Johan. Il ne faut pas rester sur des allures qu'on a en période spécifique. Là, il faut prendre le temps de remettre la machine en route aussi. Exactement. En fait, il faut penser que le corps, c'est une magnifique machine d'adaptation, hein. Il s'adapte aux contraintes qu'on lui soumet. Mais quand on ne on l'expose plus à de la contrainte, en fait, il va se désadapter. Donc, si effectivement on a diminué notre pratique pendant l'été, nos tissus vont perdre l'habitude. Et donc, il faut effectivement y aller progressivement. Et c'est intéressant de faire la différence entre l'augmentation de volume versus d'intensité. Si on reprend l'exemple du tendon d'Achille, quand on va jogger, on va être sur une contrainte au niveau du tendon d'Achille qui peut être équivalente à 4 fois le poids du corps. Quand tu vas vraiment sprinter, tu vas être sur une contrainte qui va augmenter jusqu'à potentiellement 9 fois le poids du corps. Donc c'est vraiment effectivement un paramètre à prendre en compte. J'aurais tendance à dire c'est d'abord réaugmenter le volume avec une fréquence des entraînements. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il faut mieux courir souvent, régulièrement, mais un peu, que de finalement faire une fois dans la semaine beaucoup. Donc on reprend progressivement ce volume. Et puis après, effectivement, quand on a repris une certaine tolérance avec ce volume, on réintègre nos intensités, mais d'abord des intensités, plutôt des variations d'allure. Puis après, on peut reprendre nos entraînements plus spécifiques d'intensité. Voilà. Après, on pourrait parler du paramètre dénivelé, parce que moi, je suis grenoblois et, Oui. Toi, ça monte tout de suite. j'ai beaucoup de coureurs, ils s'en foutent de l'intensité, mais par contre, ils veulent aller grimper dans leur montagne. Bien Mais sûr. le principe, il sera exactement le même. Eh ouais. Là, je reconnais ma clinique du coureur, Johan. Sur la Oui. fréquence d'entraînement, courir un Oui, petit sur peu, la mais un peu tous les jours, ça y est, là, on sait à qui on y est, parle. ouais. Mais c'est vrai que c'est très intéressant et des fois il y a souvent cette erreur qui est faite dans les clubs d'athlètes à la rentrée, c'est qu'ils programment des tests VMA pour faire leur groupe Pour d'entraînement voir et où pour on en faire est, un ouais. petit check-up pour Ouais. voir où on en est sur les athlètes. Mais si la personne n'a pas couru de quasiment 2 mois et qu'au bout de la 3e séance, tu lui fais faire des tours de piste à 100%, effectivement, là, tu augmentes grandement le risque de blessure. Tu vois, les tests VMA, il faut les caler au mois d'octobre, après un mois et demi de reprise où justement, tu as fait tranquillement, tu as fait ta progressivité, tu as augmenté progressivement ton volume et puis après un peu d'intensité et là tu peux commencer à faire des tests, mais ouais, ne commencez pas à faire des sprints sur la piste en tournant en rond comme des lapins là le 5 septembre, hein, ça c'est carton jaune, hein. Il y a aussi le facteur matériel. Florent, il faut en parler. Forcément, toi qui es kiné, ça doit être le premier truc que tu demandes à tes patients, c'est d'amener les chaussures pour voir ce que ça donne. Oui. Parce que ça peut compter. Si jamais on se dit, je reprends, je mets de l'intensité, du volume, mais que la paire est déjà usée, ça peut avoir une incidence. Alors, l'usure de la chaussure, c'est vraiment beaucoup plus discutable. Ah d'accord. Par contre, oui, parce que là-dessus, si cette usure se fait progressivement, est-ce que c'est vraiment un problème ? Maintenant, avec les matières qu'on a, on a effectivement des
des matières qui sont très légères, mais qui sont très susceptibles à s'user rapidement, donc qui peut créer des vis de forme au niveau de la chaussure et majorer effectivement des fois des mouvements au niveau du pied, et donc qui pourrait modifier ce qu'on appelle la cinétique, les forces qui s'appliquent au niveau du pied. Effectivement, bon, il faut y faire attention, mais là sur la rentrée par exemple, c'est typiquement allez, on va s'acheter des nouvelles chaussures parce que c'est la rentrée, et j'aurais plutôt tendance à prévenir sur le changement de la chaussure. Attention aux changements de caractéristiques de la chaussure qui, encore une fois, peuvent entraîner des changements au niveau des forces qui s'appliquent au niveau du pied et puis au-dessus, qui peut nous exposer aux blessures. Donc voilà, petit conseil, si j'achète une nouvelle paire de chaussures, que je suis tout content, on évite de faire du on-off, on évite de prendre cette nouvelle paire et de l'utiliser à 100% de nos entraînements. Ouais. On va petit à petit l'intégrer en alternant avec l'ancienne paire de chaussures. C'est déjà la première chose que j'aurais tendance à conseiller par rapport à la chaussure. Et pour ceux que ça intéresse, ce sujet spécifique, je vous renvoie à notre podcast « Comment bien choisir sa paire de chaussures ». On l'avait fait un peu plus tôt dans l'année lors de la préparation Marathon de Paris. Et tu avais pris cet exemple, toi, Johan, à l'époque, c'est que tu connais ton drop, le drop qui te correspond, et tu te sers uniquement de ça pour choisir et aller chercher les modèles qui peuvent te convenir. Ouais, c'est sûr qu'on peut pas passer d'un drop 8 à un drop 0, tu vois, ça c'est du jour au lendemain, c'est interdit. Donc effectivement, ouais, moi j'ai la chance d'être accompagné et d'avoir le choix dans mes modèles, mais effectivement, je suis ultra vigilant par rapport à ça parce que des fois les marques, même les marques qu'elles sortent des produits, elles changent des fois complètement. Ça a toujours le même nom, c'est le même nom de la chaussure, sauf qu'ils ont fait pas mal de changements. Des fois, ils allègent la chaussure de 20 grammes, des fois, ils changent un peu le drop, ça passe de 6 à 8, enfin bref. Et donc ça, il faut être hyper vigilant, et c'est vrai que là-dessus, il n'y a rien de mieux pour un débutant que d'aller voir un spécialiste pour justement avoir suffisamment de conseils et de ne pas se tromper, parce que une chaussure, tu dois pas la choisir par rapport à une marque qui te fait de l'œil, par rapport à une pub que tu as vue à la télé, ou par rapport au look parce qu'elle elle te paraît jolie, tu vois. Ça, c'est interdit de choisir sa chaussure comme ça, ouais. Je vais pas acheter la nouvelle ASICS parce que je t'ai vu la porter sur mon arrêt de bus, c'est ça le truc. Ouais, bref, après quand Maître Yodu porte quelque chose, tu peux y aller les yeux fermés parce que c'est un bel exemple. Ok, d'accord, bon, je te fais confiance quand même alors, et je peux t'en vouloir si jamais je me blesse avec, c'est ça le truc. Oui, c'est vrai. Il me dit oui en plus. L'autre élément clé, vas-y Florent, vas-y. Ouais, juste pour compléter, parce que là on a parlé du drop, effectivement, ce qu'il faut faire attention, c'est notre habitude de chaussage, et donc ce changement d'habitude de chaussage, c'est effectivement un des paramètres qui peut vraiment nous exposer au risque de blessure. Je vais rajouter, en plus du drop, il y a quand même 4 autres éléments que je vais regarder sur ma chaussure pour voir s'il y a vraiment une différence. Attention, c'est l'épaisseur aussi, parce que on peut avoir une chaussure avec 0 drop et puis avoir finalement un stack, une épaisseur qui est quand même importante. Donc, c'est très comparer notre nouvelle chaussure avec notre ancienne chaussure, est-ce que cette épaisseur est vraiment différente ? Après, on peut regarder en déformant sa chaussure, en essayant de la tordre, voir si elle est plus ou moins malléable, déformable, flexible. Et puis on va regarder aussi, Johan, tu l'as dit, le poids c'est très bien, et puis il y a des éléments technologiques qu'on va intégrer dans la chaussure. Pour certaines chaussures, il y a des contrôles de la pronation, on va avoir des mèches qui vont être différents, on va avoir des plastiques dans la semelle qui vont être différentes. Donc voilà, il faut regarder tous ces éléments-là pour voir si effectivement il y a une différence avec la chaussure que j'ai habituellement ou pas. Nous, on avait utilisé ces 5 éléments pour calculer ce qu'on appelle l'indice minimaliste, qui nous donne objectivement j'ai quoi comme chaussure, j'ai quoi comme technologie au niveau de cette chaussure. Voilà, vous pouvez le retrouver. Je fais un peu de... Non, t'as raison. Mais on a Jean-Baptiste qui s'occupe de ça sur le site de la Clinique du Coureur et qui référencie toutes les chaussures. Et donc, il met à jour avec les nouvelles chaussures. Et il y en a énormément. Ah ouais. Il a du boulot, là, parce que ça ne s'arrête jamais, en fait. À disposition. Ah ouais. C'est ça ne s'arrête jamais. Donc, vous pouvez vraiment avoir ça sur le site de la Clinique du Coureur avec vraiment un calcul objectif du niveau de technologie qui est embarqué dans votre chaussure pour savoir effectivement s'il y a des gros changements quand vous changez de chaussure. Yodu. Moi,
dans mon cas, pour revenir à mon cas perso par rapport à mes tendons d'Achille, Ouais. moi je suis hyper vigilant sur les contreforts sur l'arrière de la chaussure. C'est-à-dire que dès que c'est des arrières de chaussures qui viennent embêter un peu mon calcanéum, qui sont un peu pincés, qui ont vachement de coque et tout, qui sont pas très rigides, qui sont assez durs, dès que je mets ce genre de chaussures, je sais que potentiellement ça va me frotter sur le calcanéum, ça va me tirer sur le tendon et ça va me faire mal. Donc je suis vigilant par rapport à ça, ouais. Donc tu vas privilégier un arrière de Exactement. chaussure assez souple, c'est ça? Ouais, complètement. Ah ouais, Ok. complètement. C'est Ouais. ça. C'est ça. Mais la difficulté, Johan, que tu dois avoir, c'est que ça fait partie des technologies embarquées. Effectivement, la coque calcanéenne qui est là pour, soi-disant, stabiliser le calca. Bon, ça, on pourra en discuter. Ça, on retrouve cette technologie-là sur la plupart des chaussures habituelles, hein, les grosses chaussures. Et les chaussures qui sont plus souples à ce niveau-là, c'est plus les chaussures qu'on appellerait les chaussures plus minimalistes avec moins de technologie. Donc, pour toi, ça doit pas être simple, effectivement, de trouver le bon Non. chaussage. Bon, Ouais. après, il est avec une marque de référence, t'inquiète pas, il s'en sort. Non, mais c'est pas évident. Ouais, je sais que il y a des chaussures qui peuvent être potentiellement avec des tiges un peu hautes qui viennent Ah ouais. frotter un peu sur mon tendon, et ça c'est toujours embêtant. Même à une époque, je coupais je coupais Ouais. un bout de tige, hein, tu vois, je m'embêtais pas, Ouais, je t'as coupais raison. carrément un bout de la chaussure sur le conseil de mon podologue. Mais c'est vrai que là c'est un exemple dans mon cas, mais c'est pour d'autres Bien pathologies, sûr. c'est la même chose, hein. Et puis toi, tu as la chance de te connaître parfaitement, donc tu sais ce qui va te correspondre ou non. Et Ah oui. justement, on va attaquer les conseils dans un instant. Quand est-ce qu'il faut repérer les signaux inquiétants? Quand Ouais. est-ce qu'il faut s'arrêter, forcer un peu, ralentir l'allure? Mais dernier facteur de risque que je voulais aborder avec toi, Florent, c'est aussi le manque de renfort musculaire. On en parle de l'importance tout au long de l'année dans RMC Running. L'été, on peut se relâcher parce qu'on est entre amis, en famille et qu'on n'a pas forcément la tête à ça. C'est une habitude à reprendre dès la rentrée. Parce que ça aussi, ça peut aider à maintenir un corps fort et à limiter le risque de blessure. Alors, oui, effectivement, le renfort. Vous avez toujours un ne doute pas là-dessus à oublier- la clinique du coureur. À chaque fois, je tente ma chance. Non, tu sais, vraiment, il y a des études qui nous montrent, par exemple, que le renforcement, étude de Tadé, le renforcement du pied prévient les blessures. Donc, il y a de la littérature. C'est pas encore assez abondant pour être vraiment catégorique dessus. Moi, tu sais, c'est simple, hein, quand mes patients ou mes coureurs me demandent est-ce que c'est bien ou pas de faire du renforcement, tu sais, je leur dis, est-ce que toi, tu en fais? Est-ce que tu aimes en faire? Et s'ils me disent oui, je dis vas-y, go. Par contre, si j'ai quelqu'un qui a un planning très serré et qui culpabilise de ne pas faire de renfort, clairement, je lui dis optimise d'abord ta pratique de la course. Et puis, si tu as un peu de temps, oui, ça peut être intéressant effectivement de faire du Moi, renfort. ça m'arrange que tu me dises ça. Hein. Très bien. Tu sais, en fait, courir, c'est renforcer les structures que tu exposes à la course à pied. Maintenant, je vais me faire challenger parce qu'on va me dire oui, mais ça dépend quel type de renfort tu veux faire. Mais inversement, le piège du renfort aussi, c'est finalement faire des choses qui ne sont pas forcément transférables sur les tissus qui s'exposent à la course à pied. Ouais. Donc, si on parle de renfort pour prévenir les blessures de course à pied, moi j'aurais tendance à dire ok, alors bien travailler sur tous les éléments qui vont être exposés effectivement à la contrainte de charge sur les sauts. Donc ça va être des exercices effectivement à base de sauts, de pliométrie, mais on peut effectivement faire du renfort. En fait, je pense qu'il y a un petit amalgame parce qu'aujourd'hui, on sait que les coureurs ont vraiment un intérêt de travailler le renfort avec des charges lourdes, hein, même les coureurs d'endurance, mais pas forcément parce que ça prévient les blessures. Et Johan, je pense que tu dois bien connaître ça, c'est qu'en fait, ils ont montré que ça améliorait l'économie de course. En fait, vous pouvez travailler du très lourd. Quand je dis très lourd, ça va peut-être vous parler un petit peu, mais par exemple, on peut travailler sur du 6 RM, donc ça veut dire faire 6 répétitions maximales. Tu peux pas en faire 7, donc ça veut dire oui. là, c'est vraiment bosser avec des charges lourdes. Là, tu te fais Et mal. ça, ils ont montré que finalement, par rapport à du renfort où on fait plutôt de la résistance avec X répétitions, en fait, c'est plus efficace pour améliorer son économie de course. Mais attention, sur la prévention des blessures, c'est beaucoup plus discutable. Mais moi, celui qui a envie de faire du renfort, je dis go, mais oublie pas de courir quand même. Oui, parce que ça reste la base, forcément, si on veut progresser en course à pied. Il y a des chocs, donc c'est vrai qu'il faut s'entraîner à subir ces chocs-là, ouais.
Ouais, non mais c'est marrant, ouais, cette philosophie que vous avez sur le renfort. Il y a des idées reçues comme ça et c'est pour ça que c'est bien de vous recevoir, Florent, parce que tu peux déculpabiliser les gens comme ça en leur disant ça, en leur disant c'est pas parce que tu fais pas de renfort que tu vas pas progresser ou que tu vas pas limiter le risque de blessure. La Exactement. base, ça reste la course à pied. Le sujet de base aussi de la prévention des blessures, c'est donc être à l'écoute des signaux. On le disait, Johan se connaît parfaitement, il sent qu'il a mal. Dès que la douleur dépasse 3 sur 10, il met le clignotant, il s'arrête un peu. Comment détecter lorsqu'une douleur devient trop vive? C'est quoi les bons conseils là-dessus, Florent? Ok, alors le sujet est délicat. Parce que tu sais, là, on parle de blessure. Déjà, ça serait de s'accorder sur comment on définit une Oui, voilà. blessure. C'est effectivement, bien sûr qu'on va avoir ces signaux de douleur, mais vous savez très bien que la douleur, c'est une information sortante, Mm. donc liée à de l'interprétation, au vécu de la personne. On est face quand même normalement en course à pied à ce qu'on appelle des douleurs nociceptives, c'est-à-dire à un moment j'ai trop sollicité un tissu et le tissu envoie des signaux et là effectivement c'est bien de la douleur qui nous dit là si tu continues ton tissu il va juste ne plus pouvoir tolérer cette contrainte-là. Moi, j'aurais tendance à dire, je pense qu'on a tous ressenti des douleurs après certaines sorties. On a ressenti, par exemple, des douleurs musculaires. Mmh. On peut appeler ça des courbatures. Mmh. Est-ce que c'est inquiétant? Tu sais, si tes courbatures, tu les as sur 2-3 jours, oui, c'est normal. C'est parce que tu reprends une activité comme, par exemple, à Grenoble, tu te remets à faire du dénivelé, entre autres de la descente avec des contraintes excentriques qui sont vraiment justement très sollicitantes musculairement et qui nous entraînent un risque de courbature, de lésion musculaire, c'est pas grave. Par contre, si tu es courbaturé pendant une semaine, là, ça commence à devenir problématique. C'est que tu es allé peut-être un petit peu loin au niveau musculaire. Et là, je prends l'exemple classique du muscle parce qu'on connaît tous les signaux du muscle quand il dit qu'il en a un peu trop fait. Mais c'est pas un passage on-off. C'est pas bing douleur donc blessure. Non, c'est des premiers signaux qui disent que ton tissu commence à être trop sollicité et puis si ça va au-delà, là ça commence à être la blessure et on peut avoir exactement la même chose au niveau de nos os, au niveau de nos tendons, au niveau des différents tissus qui sont sollicités à la course à pied. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est pas tellement la douleur qu'on va ressentir pendant, c'est toujours pareil, c'est si on a l'habitude de ressentir ça et qu'on sait qu'après ça se normalise une fois qu'on a arrêté notre entraînement, on est OK. Par contre, si c'est une nouvelle blessure une nouvelle douleur qu'on n'a pas l'habitude de ressentir, là, on doit être vigilant. Et là, on doit se dire, faut peut-être qu'aujourd'hui, je mette le clignot parce que celle-là, je la connais pas et je sais pas trop comment ça va se passer après. Vous voyez, et ça, je pense que ça parle à chacun d'entre nous parce que les coureurs réguliers, par exemple, ça arrive que sur une séance, on peut avoir un petit point derrière la cuisse, devant la cuisse, le quadri, les ischios, le mollet qui finalement est un peu plus dur que d'habitude. On peut s'inquiéter, mais c'est pas forcément qu'on est en train de se créer ou de générer une blessure. C'est que peut-être que le muscle est un peu trop en contraction, mais que dès le lendemain, ça va passer. Donc il faut être vigilant, mais pas trop fataliste dans ces cas-là. Exactement. Aussi. Ouais. Exactement. Alors moi, je suis issu du judo. Donc tu sais, les douleurs, j'en avais. Parce que c'est un sport quand même qui est de contact. Ouais. Et tu sais, quand j'ai basculé sur les sports d'endurance comme la course à pied, j'ai compris qu'en fait, là, je devais pas tolérer de la douleur. En judo, je serrais les dents, puis ça allait, c'était des contusions. En course à pied, c'est vraiment des blessures en lien avec la sursollicitation. Ça veut dire que le tissu, s'il donne des signaux, c'est qu'il commence à saturer au niveau de sa capacité et ça va ne faire qu'empirer. Ouais. C'est le plus classique en course à pied. C'est très rare que j'ai mal puis ça s'arrête. Non, ça va ne faire qu'augmenter. Donc il faut vraiment se dire ce signal-là, je le connais pas trop. Ouais. Écoute, là aujourd'hui, je vais peut-être me calmer. Je suis sur une séance d'intensité, je vais peut-être descendre sur du jog ou je vais même peut-être stopper et puis voir. Et ça, je voulais le compléter. C'est qu'est-ce qui se passe après. Ah ouais. Est-ce que je garde cette douleur? Si ma douleur elle reste dans la journée, là on se dit qu'on est allé un peu trop loin. Et si elle est encore présente le lendemain, c'est que là il faut vraiment mettre le clignot, sauter un entraînement et attendre que cette douleur disparaisse complètement. Sinon, là, on prend vraiment des risques d'installer une vraie blessure. Très intéressant parce qu'on s'est tous dit sur une séance de fractionné court, par exemple,
cette douleur se déclenche. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue à une allure modérée? Même toi, Johan, ça doit t'arriver tout le temps. Ah oui. Tu te dis, oula, qu'est-ce que je Ah, fais? Je continue, Bah, pas- j'arrête. Pas tout le temps, mais c'est vrai que c'est quand même c'est assez régulier, tu vois, des tensions musculaires, tu sens des contractures, tu vois, des points de contraction Ouais. généralement sur les mollets ou comme tu l'as dit sur les ischios dans les séances un peu l'hiver, tu sais, quand tu es sur une piste mouillée, là que ça glisse un peu et que tu t'enchaînes les 400 et que tu es un peu fatigué, tu sens que tu as une pointe qui arrive dans l'ischio, donc généralement, ouais, vaut mieux quand même s'arrêter ou faire attention et faire du jogging pendant 2-3 jours et éviter de faire des sprints ou quelque chose dans ce genre-là. Et c'est vrai qu'il faut se connaître. Et le test du réveil le lendemain matin est oui. pour moi un des facteurs clés. Moi, c'est comme ça que je détecte un peu mes douleurs. C'est-à-dire que le lendemain matin au réveil, si j'ai mal, c'est que là, tu vois, c'est quand même pas bon signe. Ça fait partie Mais- aussi de... Vas-y, Florent, vas-y. Moi, Johan, bravo, je te trouve, mais c'est peut-être parce que tu commences à vieillir, t'es vraiment hyper Ouais, c'est raisonnable. Tu sais, moi, je suis un peu plus vieux que toi et j'arrive pas à être raisonnable comme ça. Tu sais, Ah bah voilà. en fait, il faut prendre en compte aussi l'aspect psychosocial du patient. Tu sais, on parlait de l'UTMB, t'imagines, ça y est, t'as été tiré au sort, t'as tes points, Ah bah oui, mais ça ça, y c'est est, sûr. c'est l'année. non, mais Et puis, tu as ces petits signaux, tu sais, tu vas beaucoup moins les écouter. Donc, moi, je vais donner aussi des conseils. C'est que ce qui est très dur, c'est de devoir stopper. Parce que là, on va se dire, aïe, 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 je vais perdre tout ce que j'ai gagné avec mon entraînement. C'est notre job en tant que pro du sport et de santé, c'est qu'il faut trouver des solutions pour que notre corps il puisse continuer à maintenir ses capacités physiologiques, mais il faut arriver à décharger le tissu qui est en mode souffrance. Et la course à pied, ce qui est génial, on peut vraiment croiser, transférer avec, tu l'as dit tout à l'heure, des sports de décharge. Ça peut être classiquement le vélo. Mais voilà, c'est pas forcément un stop strict, c'est juste calmer le tissu qui est en surcharge. Toi, typiquement, ton tendon d'Achille, sur le vélo, tu me dis, à part si tu as une chaussure un petit peu rigide, comme on disait tout à l'heure, qui vient taquiner un peu derrière, mais sinon, tu peux y aller, tu peux te faire des une selle un peu intensités trop sur haute, le vélo, faut faire aucun attention. problème. Ouais. Attends, parce que c'était l'autre question piège que j'allais te poser, Florent. C'est est-ce qu'on court sur un point de douleur? Ok. Alors, oui, si je suis professionnel de la course à pied, oui, si je prends le risque parce que j'ai une échéance, parce que je joue mes sélections. Mais si par contre, j'ai pas de pression de résultat ou autre, mais surtout ne courez pas sur une douleur. En fait, moi, j'ai aucun problème que vous couriez sur une douleur. Si vous avez envie de jouer au loto, c'est juste que là, je vous dis que vous aurez une forte probabilité de vous prendre le mur. Ouais. Mais après, moi, je suis toujours en train de faire ça avec mon patient. Tu sais, on pèse le bénéfice-risque de continuer sur la blessure. Puis après, tu sais, mon patient, mon coureur, il est informé. C'est lui qui prend sa décision de continuer ou pas dessus. D'autres questions importantes qui concernent deux aspects de l'entraînement. Quelle est votre position à la clinique du coureur sur les étirements? Moi, j'avoue que je cours régulièrement entre 80 et 100 km par semaine, un peu tout au long de l'année. Je ne m'étire jamais, pas une fois dans l'année. Ok. Alors là, tu sais, je pourrais mettre mon joker et vous dire, non. Si vous voulez, vous faites un spécial étirement et je vous conseille d'inviter Anne Fong, qui est notre chercheur aussi. On le fera. Il a fait son doctorat là-dessus. Mais je vais essayer quand même de répondre. Mais n'hésitez pas si vous voulez faire un spécial étirement. Là, il va Ça, c'est du teasing. Ah ouais. Après, c'est du alerte-le, teasing. on va l'appeler. Écoute, Voilà. on a des compétences, voilà, je vous les donne. Alors l'étirement, tu sais, moi, ça me parle bien, parce que quand j'étais judoka, j'avais eu une étude de Cometti, une université de Dijon, qui disait qu'en fait, les étirements, c'était pas bon pour les sports explosifs, tu sais, comme l'athlé, les sauts, le sprint, des choses comme ça. Puis peut-être qu'on a fait un raccourci en disant que finalement, généralement, les étirements, c'est pas bon. Il faut surtout pas donner ce message-là. Mais allez, je vais quand même être affirmatif sur certaines choses. Vous étirez pour prévenir les courbatures, on en parlait tout à l'heure. Non, ça sert à rien. C'est clair, c'est net, c'est indiscutable, c'est la littérature qui le dit. S'étirer passivement, je parle bien de l'étirement passif,
Dans un objectif d'échauffement, non, ça Ça n'aide sert à pas rien le aussi. muscle à monter en température. Ok. Clairement pas. C'est pas parce que je Maintenant- m'étire que je vais pas me blesser. C'est pas... Exactement, Ouais. exactement. Maintenant, quelqu'un qui a un déficit de mobilité, c'est-à-dire que sa mobilité est limitée, elle a été limitée parce que, je sais pas moi, il a eu une immobilisation. Allez, il a eu une entorse de cheville, il a eu un plâtre, et puis là, il a Il est perdu tout raide. de la mobilité sur sa chaîne postérieure. Mhm. Ben là, clairement, étire-toi, il faut absolument que tu retrouves ta mobilité, sinon, effectivement, tu es à risque de blessure. Mais si tu as ta mobilité fonctionnelle nécessaire à ta pratique, attention, hein, parce que Johan, toi, tu fais de l'intensité, donc ça veut dire que quand tu cours vite, bah, tu vas chercher des amplitudes qui sont plus importantes, donc c'est Ah ouais. bien s'assurer que tu as bien ces amplitudes-là au niveau, bah, entre autres, de tes hanches, c'est là où ça va le plus se modifier au niveau des amplitudes. Tu n'as pas forcément de nécessité de t'étirer dans un objectif de gain d'amplitude pour aller au-delà d'une mobilité que tu n'as pas besoin d'avoir. Johan, est-ce que tu es mobile du postérieur, toi? Pas trop. Non, je suis très raide aussi. Mais moi, je rejoins Flo là-dessus. C'est vrai que moi, Tu t'étires, toi, pas- d'ailleurs? Non, je m'étire pas. Je fais des exercices de mobilité pour retrouver un peu de souplesse et tout ça. Parfait. Je vais faire Parfait. des étirements dynamiques, de la mobilité active, tu sais, le balancé de jambes, Mhm. des trucs un peu dans ce style-là, quelquefois, pour retrouver tout ça. Mais je ne fais pas d'étirement après une séance. Je ne fais pas d'étirement avant une séance, avant une course ou les choses comme ça. C'est sûr que non. Mais après, ça peut m'étirer. Enfin, ça va m'arriver de faire plutôt, tu sais, les rouleaux de massage là, les foam rolls. Je vais faire ça. Je vais Ouais. essayer aller chercher, détendre un peu les fessiers avec les pistolets de massage ou les choses comme ça, ou les quadris ou les ischios. Je préfère aller chercher les muscles comme ça, les assouplir un peu comme ça, que simplement en les étirant. Ouais. Tu vois, l'idée reçue que j'ai, Flo, c'est Ouais, j'ai- si tu fais Ouais. pas l'étirement régulièrement, un peu tous les jours et tout, bah, au final, tu perds l'intérêt, tu vas pas gagner de la souplesse si tu le fais qu'une fois par semaine, quoi. Alors, ouais, c'est vrai que là, on utilise plein de termes, raideur, souplesse. Faudrait qu'on soit un petit peu juste là-dessus, mais ta mobilité, tu l'entretiens dans ta pratique. Ouais. Si en fait tu fais ta pratique dans toute l'amplitude qui est nécessaire, bah, en fait, tu vas pas perdre en mobilité. Tu vas maintenir ta mobilité. C'est si effectivement tu vas avoir une immobilité prolongée, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a différentes raisons là-dessus. Bah, attention, il faut peut-être retrouver ça et donc on peut passer éventuellement par des étirements. Mais pour rebondir sur Johan, tu sais, la raideur, en fait, il faut plutôt parler de la capacité d'extensibilité de ton muscle, qu'il soit capable de s'allonger, parce que la raideur, en fait, c'est finalement quelque chose qu'on recherche au niveau tissulaire. En fait, on veut que notre tissu soit plutôt Soit raide. raide, mais pas raide dans le sens qu'il n'ait pas la capacité à s'allonger. Ah oui. C'est plutôt une qualité vraiment du tissu. Et cette qualité tissulaire, bah, elle est hyper intéressante pour le coureur parce que son tissu, on lui demande, entre autres, si on prend typiquement la chaîne postérieure avec le triceps sural et son tendon, bah, c'est d'absorber de la contrainte et de la restituer derrière. Plus il va être raide, il va avoir une qualité de raideur et mieux ça sera au niveau de sa performance. Ouais. Vas-y, tu veux rajouter un truc? Non, Non, c'est, du tout. voilà, c'est juste... Parce que autre élément et donnée importante de l'entraînement qu'il ne faut pas négliger, surtout en période de rentrée, c'est le fameux échauffement. Là aussi, on y a consacré beaucoup Oui. d'épisodes. L'échauffement se réduit en règle générale quand on a une activité, une journée bien chargée. On se dit, bon, voilà, désolé, j'ai qu'une heure pour faire une séance de fractionné. Du coup, l'échauffement, je vais le passer de 25 à 15 minutes et puis je vais attaquer comme ça. Est-ce que c'est une erreur à ne surtout pas faire? Est-ce que ça reste la phase cruciale dans cette optique de prévention des blessures, Florent? Alors, l'échauffement, il est important et en fonction de la pratique qu'on va avoir. Johan, quand il va faire ses séances d'intensité, ben là, je lui dis, tu es obligé de passer par de l'échauffement parce qu'en fait, tu vas solliciter fortement tes tissus. Et là, si tu veux pas te faire une lésion musculaire, il va falloir vraiment que tu montes en température et que tu prépares tes muscles à l'intensité à laquelle ils vont être exposés. Maintenant, tu vas faire une sortie longue chez un ultra endurance.
Est-ce que tu as vraiment besoin de t'échauffer? En fait, tu vas courir à très faible intensité, très faible allure. Et là, l'échauffement est plus discutable. Et je reprendrai ce que tu disais, Johan. Tu peux faire des exercices de mobilité, tu vois, de déverrouillage, voilà, pour ton corps, mais pas aussi rigoureux que sur une séance d'intensité. S'il y en a qui utilisent, comme Johan, tout ce qui est pistolet, rouleau, effectivement très intéressant. Juste attention ceux qui l'utilisent en échauffement et qui pensent par exemple que c'est suffisant pour s'échauffer. Attention parce qu'en faisant ces pratiques-là, on peut inhiber les mécanismes protecteurs au niveau du muscle. Et si en plus on ne s'est pas échauffé de manière qualitative à base de course, à base de gamme, les montées de genoux, les talons-fesses, et puis après de faire quelques accélérations progressives pour qu'on fasse monter en température nos tissus, améliorer la viscoélasticité. Si on se contente juste de faire du pistolet, du foam roll, des choses comme ça, ça peut être à risque de blessure. Ouais, c'est sûr. Toi, c'est toujours une partie importante de l'entraînement, l'échauffement, Johan. Sur toutes tes séances, tu prends le temps et le soin de bien l'effectuer. Ah, complètement, ouais. J'ai mes protocoles. C'est vrai que maintenant, ça fait 25 ans que je cours, donc après, on se connaît. Mais non, moi, je m'échauffe à minima 25 minutes de course. Et après, c'est toujours des gammes, des choses comme ça. Je sais que l'hiver, c'est pareil. Je vais vachement utiliser je vais, tu vois, préparer mes muscles à l'effort avec des huiles chauffantes parce que j'ai toujours peur d'avoir froid. Donc, tu vois, j'aime vraiment me chauffer comme ça aussi. Mais la course plus les gammes, c'est les bases si tu dois faire du fractionné. Et après, c'est vrai que là, moi, par exemple, en ce moment, j'ai ces petits problèmes de tendon d'Achille. Donc, j'ai aussi un protocole pour mon tendon à base de Stanish où je vais venir avant ma séance faire 5-10 minutes de protocole pour justement commencer à travailler mon mollet et mon tendon à l'effort. Ouais. Pour résumer, avant qu'on passe au bon plan, est-ce que tu veux résumer les principaux conseils, Flo, comme ça, pour tous ceux qui nous écoutent? Oui. Je pense que le mot le plus important, c'est progressivité. Quand on va réintégrer de la contrainte, on va y aller progressivement. D'abord le volume, puis après on va réintégrer l'intensité et le dénivelé. On va faire très attention aux changements au niveau du matériel. On a parlé des chaussures. Donc, on va réexposer graduellement les tissus à la contrainte. Mais attention aussi, c'est la capacité de votre corps à pouvoir absorber ces contraintes. Donc, on va être très attentif aussi sur notre qualité de vie. Donc, on a parlé du sommeil, qualité, quantité de sommeil. On va faire attention avec tout ce qui est gestion de stress, anxiété en lien avec la rentrée, l'alimentation, parce qu'on n'a pas le temps, on va manger sur le pouce rapidement. Non, on prend le temps parce qu'on a besoin d'un carburant pour pouvoir justement courir. Voilà, pour résumer. Et puis, le dernier conseil là qu'on a abordé, c'est prenez le temps effectivement de vous échauffer si vous allez faire des entraînements à intensité plus élevée, plus spécifique. Il est parfait, et comme tous les membres de la clinique du coureur. Magnifique. Et voilà, il a même fait le teasing pour ses collègues pour les prochains épisodes. Magnifique. Florent, tu restes avec nous. On passe au bon plan tout de suite. Le bon plan matos déjà. RMC. Le bon plan matos. Un produit qu'on connaît bien et qu'on adore, Johan, les casques Shox. Vous savez ce que c'est désormais. Si vous pratiquez régulièrement la course à pied, vous avez forcément croisé les coureurs avec si vous n'en possédez pas. Les casques à conduction osseuse, ça ne vous isole pas du bruit extérieur. Donc c'est vraiment parfait pour la pratique de la course à pied. Ça évite de vous fatiguer aussi si vous écoutez de la musique ou des podcasts. Donc c'est vraiment l'allié parfait pour les runs, quel que soit son entraînement. On vous propose aujourd'hui le nouveau coloris, le coloris mini lila. C'est le modèle Open Run Mini. C'est quand même un magnifique cadeau. Ça vaut 140 €. 10 minutes de charge, Quelle couleur? 1h30 d'écoute. Lila, c'est entre mauve et violet, quoi. Voilà, c'est un beau coloris. Unisexe, d'ailleurs, ça peut être pour les garçons comme pour les filles. C'est dingue. 10 minutes de charge, 1h30 d'écoute. C'est pas mal quand même, Yodu, franchement. Là, 10 minutes à 2 podcasts. Voilà, c'est ça.
c'est pas mal. Voire un quand on se lâche vraiment, 1h30. Ouais, quand on se lâche et qu'on est un peu long, ça peut Ouais, ouais, c'est ça. Ça dépend des fois. Et pour ceux qui se posent la question du poids, ça pèse 26 grammes. Donc c'est vraiment tout léger. Ouais, et puis ça bouge pas. Ça bouge pas, voilà, exactement. Et c'est bluffant, hein. Il faut l'essayer pour. Tellement c'est dingue justement de pas être isolé et d'entendre le bruit tout en entendant la musique. Le seul C'est quand défaut, même assez bluffant comme sensation. Ouais. si vous vous y mettez, c'est que vous n'aurez plus l'enlever après. Vous voudrez plus repasser aux oreillettes classiques ou aux gros casques isolants. Ouais, alors les gens qui le portent dans la rue, autant pour courir ça me gêne pas, mais le garder dans la rue et tout, là des fois j'en vois, je me dis quand même, c'est quand même pas. On est d'accord. Esthétiquement Et parlant, moi, c'est pas non plus les plus beaux. Ouais. J'attends qu'on me prouve que le mec qui écoute ça dans le métro, il entend vraiment ce qu'il écoute. Parce qu'avec les bruits du métro, c'est pas l'idéal, par exemple. Donc l'Open Run mini, couleur lilas, à gagner. Un exemplaire. Vous participez sur RMC Running. Allez sur notre compte Instagram. Il y aura un lien d'activation et de participation au tirage au sort. Et vous pourrez, pourquoi pas, gagner ce magnifique cadeau. Puis il y en a également un bon plan d'ossard. On y va. Le bon plan d'ossard est très simple, c'est une course partenaire. On est très fiers d'ailleurs de s'associer à cet événement. La Memo Run 2025, organisée par France Alzheimer. C'est un événement qui va se tenir le week-end du 20 au 21 septembre au Bois de Vincennes à Paris. C'est la 3e édition. Il y a beaucoup de formats proposés. Nous, on vous conseille le 10 km qui aura lieu à 10h le dimanche 21 septembre. Magnifique parcours dans le Bois de Vincennes. Hein. Ça emprunte des parcours classiques que vous croisez sur le marathon et le semi-marathon de Paris. Donc vous pouvez aller chercher une perf sur ce parcours. C'est important parce que l'intégralité des fonds récoltés vont à l'association France Alzheimer. Donc c'est une course contre l'oubli. N'hésitez pas. On aura la chance avec RMC Running en plus d'être sur place sur la ligne d'arrivée et on a 10 dossards à faire gagner. On parlait de reprise de l'entraînement. Allez-y modérément si vous êtes hors de forme, mais faites-vous plaisir avec un dossard le 21 septembre. Petit footing. Voilà, petit footing, pourquoi pas, histoire de remettre des épingles à nourrice sur le t-shirt. N'hésitez pas, 10 dossards à gagner, la Memo Run, le 21 septembre, là aussi, on vous mettra un lien sur nos différents réseaux sociaux. Je parlais d'Instagram, parlons du club RMC Running sur Strava, ça sera à gagner là aussi. Donc on pourra vous sélectionner, vous laisser votre adresse mail et vous ferez partie du tirage au sort. Il me reste à remercier le grand Florent Allier qui a été avec nous aujourd'hui. Florent, c'était passionnant de t'écouter. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation, c'était très sympa. Tu reviens quand tu veux. On adore la clinique du coureur pour tous les conseils distillés. Un grand merci également au maître Yodu. On espère que les douleurs seront rapidement derrière toi, mon pote. Merci à tous. Voilà, et puis on se retrouve dès la semaine T'inquiète. prochaine. Toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.